Merci. Je vais donc vous dire un petit mot pour ce 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Chers amis, cari paesani, le 8 mai 1945, l'Allemagne d'Hitler capitulait. C'est le jour le plus beau, le plus joyeux qu'ait connu le monde libre, lance alors Winston Churchill sur les ondes de la BBC. Après 5 ans, 8 mois et 6 jours de guerre, le Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, n'existe plus. Son maître s'est tiré une balle dans la tête. Le 8 mai 1945, la Wehrmacht, la terrible machine de guerre allemande, a capitulé sans condition. Elle a été anéantie par la plus puissante coalition de tous les temps, regroupant 42 pays. En Europe, à la liesse de l'immense fête de la libération, se mêle une gravité particulière. Après tant de souffrances, au milieu de tant de ruines, c'est l'heure de l'effroyable bilan. 50 à 60 millions de morts, pour moitié des civils, et des offenses irréparables à la dignité humaine. Des villes entières ont été quasiment rayées de la carte, comme Berlin, Varsovie ou Hiroshima. L'ampleur du drame humain ayant marqué la fin du conflit dépasse l'entendement et l'imagination des générations qui ne l'ont pas vécu. Des décennies après la fin des combats, l'onde de choc se fait encore sentir. Tout se déroule finalement comme si ce passé n'arrivait pas complètement à entrer dans l'histoire, comme s'il restait d'une certaine manière accroché à notre présent. C'est en grande partie à cause de la difficulté à surmonter, à dépasser, à oublier les conséquences de cette guerre que la nécessité de se souvenir des grands crimes du passé est devenue un tel impératif dans les sociétés démocratiques modernes, un devoir de mémoire. Cela concerne bien entendu l'extermination systématique et sans précédent des Juifs européens par les nazis. C'est d'ailleurs l'un des faits les plus marquants de cette guerre. Cela concerne aussi des millions d'autres victimes, disparues ou exterminées. La Seconde Guerre mondiale a vu l'affrontement le plus brutal, le plus frontal, le plus sanglant qui ait jamais eu lieu, non seulement entre différents pays, mais entre différentes conceptions de l'homme, de la politique, de la société. Le 8 mai nous rappelle chaque année que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique et social sont des défis de tous les jours, et qu'à aucun moment nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Comme le disait l'écrivain Elie Wiesel, ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Nous avons donc le devoir de continuer sans relâche à transmettre aux générations futures les enseignements de ces pages sombres de notre histoire, mais aussi de faire vivre le formidable élan d'espoir et de vie qu'a été la libération. La Corse a été, rappelons-le, le premier département français libéré officiellement le 5 octobre 1943, 8 mois avant le débarquement de Normandie. Cette libération fut le fruit d'une résistance intérieure déterminée, rassemblée autour du Front National, un mouvement qui se distinguait par son désir d'associer insurrection populaire et libération et d'un appui des troupes venues d'Alger, le bataillon de choc et les Goumiers. Elle coûta la vie à plus de 2200 personnes. Durant la présence italienne, l'OVRA, la police politique italienne, et les chemises noires, les gamigènes nègres, ont arrêté plus de 870 patriotes corses, dont beaucoup furent déportés sur le continent ou en Italie, d'autres livrés aux Allemands. Ceux qui étaient internés sur l'île étaient notamment enfermés au camp de Prunelli-Viumour. Nombre de patriotes furent condamnés à mort par un tribunal militaire italien, après avoir été torturés. Sans pouvoir citer ici tous nos compatriotes ayant œuvré dans la résistance, je voudrais en cette occasion vous parler du comportement exemplaire d'une femme et de 3 hommes hors du commun. Tout d'abord, Fred Scamaroni, arrêté dans la nuit du 18 au 19 mars 1943 à Ajaccio, et à qui on arrachera les ongles pour le faire parler. Seul dans sa cellule, et pour éviter de parler sous la torture, il va se percer la gorge avec un fil de fer et écrire avec son sang sur le mur de sa geôle « Je n'ai pas parlé. Vive de Gaulle. Vive la France. Ajaccio le 19 mars 1943. » Avant de mourir, il confie à un autre détenu du réseau enfermé dans une cellule voisine « Tu diras à ma mère, à mes sœurs, que ce n'est pas très dur de mourir et que je meurs content. » Ensuite, Jean Nigouli, arrêté le 27 juin 1943 à Ajaccio par les agents de l'OVRA, en possession de la carte de la région de l'Agriade, où le sous-marin Casabianca doit livrer des armes dans les tout premiers jours de juillet.
Son procès s'ouvre à Bastia le 28 août 1943. Condamné à mort, Jean Nigaud lui refuse d'être fusillé dans le dos, comme le précisait sa condamnation, et dit à ses bourreaux: « Vous n'avez pas le courage de me regarder dans les yeux. Vous êtes des lâches. » Il est alors sauvagement frappé à coups de crosse et décapité avec un poignard. Jean Nigaud l'a écrit à ses enfants vers 3 heures du matin sur l'emballage d'un paquet de bleus, de cigarettes, juste avant que ses bourreaux ne viennent le chercher pour l'assassiner sauvagement à mes enfants. Tout à l'heure, je partirai. Si vous saviez comme je suis calme, presque heureux de mourir pour la Corse et pour le parti, ne pleurez pas, souriez-moi. Soyez fiers de votre papa. Il sait que vous pouvez l'être. La tête de mort et la fleur rouge, c'est le seul deuil que je vous demande. Au seuil de la tombe, je vous dis que la seule idée qui, sur notre pauvre terre, me semble belle, c'est l'idée communiste. Je meurs pour notre Corse et pour mon parti. Je veux aussi citer Daniel Casanova, antifasciste très engagé, arrêté le 15 février 1942 à Paris par des inspecteurs de la BS1, la fameuse brigade spéciale contre les politiques, une des sections des renseignements généraux qui la pistait depuis longtemps. Lors de son arrestation, refusant de décliner sa véritable identité, elle a été fouillée à corps. Son séjour à la préfecture de police de Paris va durer jusqu'au 23 mars. Le 23 mars, elle est transférée à la prison de la Santé et y restera 5 mois et demi, souffrant de la faim, de l'isolement et surtout de la présence de la mort. Le 24 août 1942, elle est déplacée avec d'autres prisonnières au fort de Romainville pour servir d'otage. Le 24 janvier 1943, elle est déportée à Auschwitz. Le convoi dont elle fait partie comprend 230 femmes de 17 à 69 ans. Le voyage dura 3 jours. Entassées dans des wagons à bestiaux presque sans nourriture et sans eau, les femmes ont souffert du manque d'air et du froid glacial de l'hiver. Le train arrive le 27 janvier 1943 à Birkenau, qui s'appelait aussi Auschwitz II. Au-dessus du portail d'entrée, une large inscription. Le travail rend libre. Je ne vous le cite pas en allemand. À son arrivée au camp, elle s'est vue tatouer le matricule 31 655 sur son bras et conduire, vêtue d'une tenue rayée, dans l'enceinte de l'infirmerie où se trouvait une baraque réservée aux soins dentaires. Daniel est dentiste de formation. Le hasard du premier jour a donné à Daniel un avantage énorme. Elle a presque immédiatement pu établir un contact avec la filière internationale de la résistance, dirigée par des communistes dont certains connaissent le rôle éminent qu'elle a joué dans la France de l'avant-guerre. Elle obtient ainsi des informations sur le camp, le déroulement de la guerre, et contribue à faire connaître la vérité sur le sort des détenus. Daniel sait tout. Elle vit avec la mort. Elle connaît l'affreux bloc 26 où sont parqués la plupart de ses camarades. Elle s'y rend chaque soir, console les mourantes, donne des nouvelles et encourage tout le monde. Les déportés couchent sur des chalets à 3 étages, serrés comme des sardines, et encouragent tout le monde. Les déportés, souvent sans même une paillasse. Pour toute nourriture, elles reçoivent une soupe d'ortie, un morceau de pain gluant et noir. À 3h30, dans la nuit noire, elles sont jetées hors de leur lit à coups de matraque par des chefs de chambrée féroces. Après une infecte tisane, c'est l'appel dont nul n'est dispensé, en présence des surveillants qui frappent sauvagement. Puis ce sont les corvées et toujours les coups. À la nuit venue, il faut courir vers le bloc. Les plus faibles s'écroulent. On les traîne au bloc 25, d'où elles partiront pour les chambres à gaz. Daniel savait tout cela. 73 jours après leur arrivée, les femmes du convoi dans lequel se trouvait Daniel n'étaient plus que 70. À la fin du conflit, il n'y en aura plus que 49. Daniel a succombé le 9 mars 1943, comme beaucoup de déportés de son camp, du typhus. Elle a mené le combat pour la liberté de la France et a finalement donné sa vie pour ses idées. Enfin, je voudrais citer Charles Bonafedi, membre du Front patriotique des jeunes, qui est arrêté le 6 juillet 1943 par les carabiniers de Petretto Bichigiano, déporté à l'île d'Elbe puis en Autriche, dans le camp de Wolfsberg. Il s'évade le 26 août 1944 pour rejoindre les partisans yougoslaves. Il trouve la mort face à l'ennemi hitlérien, touché par un éclat d'obus le 2 mars 1945 à Las Poljal. Le 25 août 1944, voici la lettre qu'il écrit à ses parents. Mes très chers parents, je vous écris à tout hasard, car je ne sais si ma lettre vous parviendra. Enfin, vous saurez qu'avant de partir, j'ai pensé à vous. Demain, à 1h de l'après-midi, je pars. Ici, une ressource s'offre à moi.
Ne pouvant combattre aux côtés des Français, je vais rejoindre les patriotes slaves. Si vous restez longtemps sans nouvelles de moi, ne désespérez pas, car s'il m'arrivait malheur, vous seriez prévenus. Mais si cela arrivait, ne me pleurez pas. Je serai mort en tâchant de faire mon devoir. J'ai vu, papa, les sacrifices que tu as consentis pour m'envoyer à l'école. Si je vais combattre, c'est pour que d'autres papas n'aient pas besoin de se saigner pour élever leurs enfants. C'est pour tout le monde, c'est pour que tout le monde travaille dans un monde de paix et de prospérité. Si je tombe, d'autres resteront et finiront notre œuvre. Maman, ne te fais pas de mauvais sang. Ton fils, vois-tu, va lutter pour que les autres mamans n'aient plus peur pour leurs gosses. Sois courageuse, comme j'essaye de l'être en ce moment. Je ne veux pas pleurer, non. C'est mon devoir que je vais faire. Polo, toi, mon frère, n'abandonne pas papa et maman. Console maman surtout. Tâche de lui faire comprendre que je devais faire cela. Embrasse tous nos parents et salue tous les camarades et les voisins. J'ai le ferme espoir de retourner et alors nous pourrons faire la fête. Courage à tous. Si vous recevez la nouvelle de ma mort, plantez une croix à côté de la tombe de Jules Mondologne, qui était un autre grand résistant et qui est tombé le 17 juin 1943. Voilà, je me permets de vous demander d'avoir une pensée particulière pour ces héros qui ont donné courageusement leur vie pour la liberté. Je vous demande aussi un moment de recueillement pour les enfants de notre village, dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts et qui ont perdu la vie dans ce conflit. Je veux citer Guissane et Victor, Poggi Jean, Christophine et Dominique et Poggi Ange. Je souhaiterais également que nous n'oublions pas tous les autres jeunes Corses qui ont combattu l'ennemi durant ce conflit, et notamment ceux qui ont débarqué en Normandie avec la 2e DB. Pour conclure cet hommage, je vais maintenant vous faire partager les paroles du chant des maquisards corses, composé par Simon Vinciguerra en 1943 pendant l'occupation. Ce chant était un appel à la résistance et à la mobilisation des Corses. Je ne vais pas le chanter, je vais vous le lire, bien sûr. Le chant serait dramatique. Vous le trouverez traduit en français sur le site. Di a guerra è scoppiato il rombo, un nemico ha bercato il mare, ma Zampiera ha suonato colombo, e all'arme ci torna chiamare. Porta in seno la patria che langue esperienze di l'umanità, è pronta a spuzzare il suo sangue per un mondo di fraternità. Macchia corsa, banditi d'onore, noi saremmo in nome della libertà, ritti o corsi, per vincio o per muore, tutti uniti in una volontà. Voilà, je vous remercie. Bien, maintenant vous êtes tous conviés au petit apéritif.